mais je voudrais d'ores et déjà vous remercier d'être présent et dire quelques mots des raisons pour lesquelles cette rencontre est importante, non seulement pour tous ceux qui s'intéressent aux enjeux du vivant, mais aussi pour l'UNESCO. Les enjeux que nous sommes ici pour discuter portent, pour le dire de manière très simple, sur la vie comme projet technologique, c'est-à-dire la possibilité que, à la fois de nouvelles modalités d'intervention, mais aussi de nouvelles approches, de nouvelles idéologies, de nouvelles manières de penser la place de la science et de la technologie au sein de la société, puissent nous amener à avoir une approche novatrice de la nature et des objectifs de nos interventions dans le vivant, non pas qu'intervenir dans le vivant soit en lui-même radicalement neuf. D'une certaine façon, toutes les espèces domestiques et la plupart des végétaux que nous mangeons sont le produit de plusieurs millénaires d'interventions dans le vivant. Mais il est clair, d'une part, que nous avons davantage conscience aujourd'hui de ce que nous faisons, et d'autre part que nous avons des moyens d'agir qui sont qualitativement différents et qui autorisent non seulement un accroissement, disons, de la quantité d'intervention, mais un saut qualitatif dans la nature de celle-ci. Face à ces enjeux, se posent un certain nombre de questions qui seront l'objet de nos discussions aujourd'hui. Première question, qui sera notamment débattue tout à l'heure dans les ateliers, pour lesquels nous nous séparerons dans des salles distinctes, celle de la prospective scientifique. Pour réfléchir sur les enjeux, encore faut-il bien comprendre ce dont on parle du point de vue des processus de recherche et de développement, et ne pas tomber dans le piège de confondre les fantasmes, positifs ou négatifs d'ailleurs, que nous pourrions avoir sur telle ou telle technologie spéculative ou émergente avec la réalité des processus scientifiques et industriels qui sont en cours. Mieux comprendre ce qui se prépare et pourrait se préparer nous aidera à voir avec plus de précision s'il y a lieu de s'en inquiéter ou de s'en réjouir, et s'il y aurait lieu d'agir par rapport à ces évolutions. C'est le cas en particulier de la biologie de synthèse, qui sera le sujet de l'un des ateliers tout à l'heure. Mais une fois qu'on a compris ce qui est en cours et ce qui pourrait arriver, sans certitude, se posent un certain nombre de questions qui sont d'ordre éthique et sociétal. Et c'est à ce niveau-là que le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, que je représente ici ce matin et qui co-organise cette réunion, est concerné. En effet, nous avons pour mission, inscrite dans la stratégie à moyen terme de l'UNESCO pour la période en cours, de réfléchir aux enjeux éthiques et aux transformations sociales, et en y réfléchissant, de donner à la communauté internationale et le cas échéant à chacun des États membres pris individuellement les moyens d'y répondre. Du coup, l'enjeu, pour nous en tout cas, mais je crois qu'il est partagé avec beaucoup de ceux qui sont dans la salle et avec l'esprit général de l'organisation de la journée, c'est de savoir comment mettre en relation une approche prospective des dynamiques scientifiques et technologiques qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, avec l'élaboration d'une approche éthique et sociétale de ces questions, ou d'une approche de ces questions éthiques et sociétales, qui nous permettent, selon l'expression de l'appel qui est diffusé aujourd'hui et proposé à votre signature, si vous souhaitez y souscrire, un appel pour faire monde commun. Vous avez sans doute ce papier jaune, ou si vous ne l'avez pas, il vous sera distribué ultérieurement. C'est une initiative de Vivagora que l'UNESCO en tant que telle ne soutient pas, auquel nous ne nous associons pas. Ce n'est pas notre vocation, mais nous sommes très heureux que le thème soit celui-là. En effet, face à ces enjeux scientifiques et technologiques, ce qui est en cause, en dernière analyse, c'est une certaine vision de la science et de la technologie qui est inscrite dans les grands instruments normatifs dont la communauté internationale s'est dotée depuis la Seconde Guerre mondiale pour empêcher, pour autant que ce soit possible,
que la science et la technologie soient dévoyées, comme elles ont pu l'être au cours des 2 guerres mondiales et dans l'entre-deux-guerres, au service de projets idéologiques fondamentalement destructeurs. Et c'est pour cela que, dès 1948, la communauté internationale a adopté, dans l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe selon lequel chaque être humain a le droit de bénéficier des avancées de la science et de leurs applications. En d'autres termes, les usages, les orientations de la science qui ont pour effet de créer un profit au bénéfice de certains, dont la contrepartie est peut-être le résultat, et au détriment d'autres, est un usage de la science qui, par rapport à cette vision, qui est normative bien sûr, qui est philosophique, qui est la vision, selon les paroles du premier directeur général de l'UNESCO, le biologiste anglais Julian Huxley, est un humanisme scientifique, comme il le disait lui-même, qui inscrit la science dans l'humain et l'humain dans la science, dans une idée du progrès qui est contestée, certes, par les philosophes, les sociologues et par le débat public, mais qui ne mérite sans doute pas d'être négligée ou abandonnée sans qu'on y réfléchisse soigneusement. Cette affirmation selon laquelle la science a vocation à servir au bienfait de l'humanité tout entière est une affirmation qui se place en contrepoint d'un certain nombre d'évolutions qui montrent au moins la possibilité du contraire à travers la construction de priorités scientifiques, d'ordre du jour scientifique qui répondent à des intérêts tout à fait spécifiques et particuliers, à travers le déploiement de la technologie selon des procédures qui, loin de se fonder sur la recherche de bienfaits partagés pour l'humanité tout entière, se traduisent au contraire par la recherche délibérée de positions privilégiées pour une partie de l'humanité. Et enfin, au-delà de la question de la relation des humains entre eux, se pose également une question à laquelle nous sommes à juste titre plus sensibles aujourd'hui que nous ne l'étions en 1948, à savoir celle de la relation entre les humains et les non-humains. Du coup, la question du monde commun, c'est la forme philosophique, mais aussi la forme politique de cette interrogation éthique sur la nature de la science envisagée du point de vue de l'humanité dans ses relations à la fois avec elle-même et avec tous les êtres non humains qui l'entourent. Du coup, la notion de monde commun est bel et bien la notion d'un monde où la question de ce qui nous unit est posée et reçoit des réponses, y compris des réponses institutionnelles très pratiques, au regard d'un principe éthique fondamental de solidarité et de partage, la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, selon les mots de la Constitution de l'UNESCO, mais aussi la solidarité avec la difficulté qu'il y a à donner un sens au mot solidarité dans ce cadre entre les humains et les non-humains, avec lesquels nos relations ne peuvent pas être réciproques au même sens où elles le sont entre nous, êtres humains. Un autre des ateliers qui auront lieu tout à l'heure portera précisément sur la question de la vie avec les vivants, la question de la coexistence et de la solidarité inscrite dans ces nouveaux types de relations où, bien au-delà des relations traditionnelles de prédation ou de prélèvement que les humains entretiennent avec leur environnement, se pose la question beaucoup plus fondamentale de l'intervention dans la matière même des animaux qui nous entourent ou des plantes qui nous entourent ou de l'écosystème planétaire tout entier. Vous voyez que sommet de meubler, selon le principe bien connu de Parkinson, j'étends mon discours pour remplir le temps disponible pour vous le livrer. Cela dit, nous nous permettrons peut-être de décaler un petit peu le début de la séance suivante pour permettre à Madame Massaud-Vincent d'intervenir, ou est-ce que nous passons d'emblée à la suite? Je demande conseil.
On passe à la suite. D'accord. Alors, pour conclure ce propos introductif, que fait l'UNESCO en la matière et en quoi, au-delà du fait de vous accueillir et au-delà du fait d'avoir une orientation éthique et intellectuelle générale qui est en phase avec l'esprit des travaux de la journée d'aujourd'hui, l'UNESCO a 3 engagements qui me paraissent extrêmement importants à cet égard. Le premier, c'est l'engagement en matière de bioéthique. L'UNESCO a fait adopter par sa conférence générale entre 1997 et 2005 3 déclarations internationales ou universelles sur des questions relatives à la bioéthique, dont la dernière, la plus générale et la plus ambitieuse, en 2005, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Celle-ci a pour vocation, en matière d'intervention biomédicale dans l'humain, mais pas seulement, la déclaration est plus large que cela, de poser un socle commun de valeurs et de principes à partir desquels réfléchir aux enjeux pratiques, y compris les plus réglementaires, qui se posent en matière de bioéthique. Et ces principes sont ceux de la dignité humaine, de l'intégrité de la science et de la solidarité, pour le dire très vite. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'elle ait été adoptée par consensus des États membres de l'UNESCO, 193 d'entre eux à l'époque. Malgré la difficulté de la matière, malgré les tensions qui se sont fait jour pendant le processus de négociation du texte entre, vous l'imaginez bien, des visions religieuses profondément différentes de ce que peut être le vivant, malgré ces difficultés, un consensus a été trouvé sur un texte qui n'est pas un texte vide, qui dit un certain nombre de choses précises et qui nous appartient désormais de mettre en œuvre, notamment à travers le soutien aux politiques nationales qui visent à transférer dans la législation des différents pays les principes adoptés au niveau international pour encadrer la réflexion sur la bioéthique. Deuxièmement, nous avons un engagement dans l'éthique des sciences et technologies, y compris dans les domaines qui, à la différence de la bioéthique, n'ont pas fait l'objet pour l'instant d'un cadrage normatif précis, soit qu'il n'existe aucun instrument normatif de portée globale en la matière, c'est le cas des nanotechnologies par exemple, pour lesquels il existe un certain nombre d'instruments nationaux ou régionaux, mais aucune déclaration internationale ou universelle qui poserait un socle de valeurs communes. Ça viendra peut-être un jour, mais à ma connaissance, il n'y a pas de processus en cours pour y parvenir, et en tout cas à l'UNESCO, il n'y en a pas. Il n'empêche que nous avons à réfléchir de manière plus spéculative, de manière plus prospective, sur la nature des enjeux et sur les implications éventuelles pour que, le moment venu, si les conditions politiques sont réunies, nous puissions, au service de la communauté internationale, offrir la base technique d'un instrument qui serait éventuellement pertinent. Ces travaux sont conduits notamment par la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies, COMEST, qui est l'une des instances d'expertise indépendante sur lesquelles s'appuient nos travaux. Et puis en outre, même si mes collègues du secteur des sciences naturelles de l'UNESCO ne sont pas représentés ici ce matin, nous avons un ensemble de programmes très importants qui portent directement sur les enjeux de cette journée sous l'égide des sciences naturelles, et je n'en mentionnerai que 2. Premièrement, le programme L'Homme et la biosphère, qui est un programme intergouvernemental dont l'activité la plus connue, mais ce n'est pas la seule, est la gestion d'une réserve, d'un réseau international de réserves de biosphère, qui sont des formes institutionnelles mises en place dans les différents États pour permettre, au-delà de la seule conservation, parcs nationaux, réserves protégées et ainsi de suite, la définition d'espaces de cohabitation entre la vie humaine et des objectifs de préservation ou de conservation de l'environnement, et donc des laboratoires d'élaboration de modes d'intervention qui permettent la coexistence. La notion de réserve de biosphère s'est construite notamment et délibérément contre l'idée traditionnelle du parc naturel qui, pour être préservé, exige que les humains en soient totalement évincés. Et puis enfin, en saluant l'arrivée de Mme Massaud-Vincent, à qui je vais donner la parole,
les activités de mes collègues du secteur des sciences en matière de politique scientifique. L'UNESCO est un interlocuteur majeur pour les États, notamment dans les pays en développement, qui sollicite un soutien technique dans la mise en place de politiques scientifiques qui répondent aux objectifs nationaux du développement, mais aussi aux objectifs éthiques et sociétaux de la communauté internationale. Et il est clair que pour faire un monde commun, il faut, mais il ne suffit évidemment pas, que nous ayons un cadre convenu et pertinent pour les politiques scientifiques qui permettent que s'établissent les interfaces entre sciences et société, sans lesquelles cette possibilité d'un monde commun est largement illusoire. J'en resterai là. Merci.